suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Le promeneur découvre à Kenrokuen un entrelac de sentiers, d'arbres, de bassins, de ruisseaux et d'étangs. À 400 km à l'ouest de Tokyo, c'est l'un des plus beaux modèles de jardin dit seigneurial du Japon. Les visiteurs affluent de tout l'archipel pour admirer la lanterne de pierre aux pieds courbes ou contempler les pins aux silhouettes remarquables que des cordages soutiennent en prévision de l'hiver. Kenrokuen a été conçu au XVIIe siècle par la dynastie des seigneurs Maeda. Le jardin jouxte leur château qui domine la cité de Kanazawa. Architecte paysagiste, Tetsuro Hamada est le directeur de ce jardin. Hamada-san, quelle est l'origine de Kenrokuen? Quelle est l'origine de ce nom? Kenrokuen, cela signifie que ce jardin possède 6 qualités remarquables. La première, c'est le kodai, l'ampleur. C'est un vaste espace. La deuxième, c'est le calme. Et même si le jardin est très grand, on s'y sent comme dans les montagnes alentours. On ressent la sérénité de la nature. Cet endroit était vide et l'homme, par son travail, a créé le lac, comme si c'était un décor naturel. Le quatrième attribut, c'est l'authenticité. Comme si la nature recréée était là de toute éternité. Le cinquième attribut, c'est la nécessité d'ouvrir le jardin sur la ville et les montagnes environnantes. Enfin, le sixième, c'est le suisen, l'abondance en eau. Hamada-san, ici, de l'eau, il y en a partout. D'où provient cette eau? Nous sommes ici entre deux fleuves, en aval, à 53 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'est pas possible de faire remonter l'eau à cette hauteur. Mais vous voyez quand même tout autour de l'eau en abondance. En 1631, le château fut ravagé par un incendie. Et dans cette situation, il est nécessaire de disposer d'eau. Un tunnel d'environ 5 km a été creusé, grâce à l'ingéniosité et aux efforts de l'homme. Ce tunnel apporte l'eau au château de Kanazawa et ici, dans ce jardin de Kenrokuen. Tous ces travaux ont été réalisés il y a 380 ans. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils n'ont duré que 9 mois. L'eau arrive en grande quantité dans le jardin de Kenrokuen. Captée au sud du jardin, elle alimente les rivières, les torrents, mais aussi l'immense lac des Brumes et son île de l'immortalité, ou encore le lac de la Calebasse et sa cascade en contrebas. Elle longe des belvédères, traverse les cerisiers japonais, dessine une boucle en l'honneur d'un pin ancestral. Elle découpe le jardin en une multitude d'espaces qui ont pour la plupart une fonction symbolique.
Le lac au cœur de la propriété est une forme de systématisme dans les jardins de daimyo, dans les jardins seigneuriaux. Quelle est la symbolique du lac de Kazumigaike? Je vais vous expliquer la composition symbolique du lac Kasumiga. En fait, ce lac représente la mer. Là, on peut y voir une île, et sur cette île, à l'extrémité, se trouve une pierre. Elle représente une tortue, plus précisément la tête d'une tortue. En face, un pin noir du Japon déborde sur le lac. C'est un très bel arbre et un symbole essentiel de ce jardin. Pour nous, cet arbre représente une grue. Au Japon, la tortue et la grue sont connues pour leur longévité. On dit qu'elles sont ici pour souhaiter longue vie et prospérité à la famille Maeda et à leur maître Maeda Toshie. Maeda Toshii, à la fin du XVIe siècle, appartient à l'une des plus grandes familles de daimyos, les seigneurs du Japon. Leur château représente la domination politique de la famille sur la province. Mais les Maeda veulent établir une autre forme de rayonnement et conçoivent un immense jardin privé à l'extérieur de l'enceinte du château. Nobuya Hamaoka est conservateur au musée d'histoire de la province. Nobuya-san, les Maeda n'étaient pas que des gouverneurs féodaux, c'était aussi des gens très cultivés, des gens qui avaient un goût pour les arts et la culture, presque des mécènes à Kanazawa. Les Maeda sont apparus au XVIe siècle, à la fin de l'ère Sengoku, qui signifie « pays en guerre ». Une fois la paix revenue, ce fut l'une des familles les plus puissantes dans la région de Hokuriku. On pense qu'ils ont choisi de développer la culture afin d'établir et de pérenniser la paix. Au Japon, l'époque Edo est une époque de paix pendant laquelle se développent les jardins seigneuriaux, des jardins ouverts sur le ciel et le paysage, propices à la déambulation et à la contemplation. Alors que venait chercher ici la famille Maeda? À quoi était destiné le jardin? À l'origine, ce jardin constituait l'espace privé de la famille Maeda. Et peu à peu, les seigneurs ont souhaité y accueillir leurs hôtes. Les gouverneurs, de plus en plus puissants dans la région, ont également souhaité rendre leur jardin hospitalier. Les Maeda profitent de chaque élément du décor pour manger, lire des poèmes et écouter de la musique tout en faisant de la politique. À la fin de l'ère Edo, au XIXe siècle, les Maeda ouvrent définitivement leur jardin au public, qui peut en apprécier les fastes et les cérémoniaux, comme ceux consacrés au thé. De nos jours, même si on ne connaît pas la cérémonie du thé, en visitant ce jardin, on peut être dans le même état d'esprit que quelqu'un ayant appris cet art. Ressentir la beauté de la nature, le son agréable de l'eau, les arbres magnifiques, les oiseaux qui volent. Si vous voyez de la beauté dans tout cela, alors vous pouvez être sensible à l'art du thé, aux arts martiaux, à la culture du Japon et à son esprit. La cérémonie Urasenke, que dirige le maître de thé Oshima, est l'une des 3 principales écoles de l'art du thé japonais. Le Chado, la voie vers le thé, est une discipline spirituelle et esthétique pratiquée dans les 4 maisons de thé que compte encore le jardin.
La nature et le pavillon de thé sont indissociables. Votre passage dans la nature est un parcours de purification pour votre corps avant d'entrer dans la salle de thé. C'est pour cela que le jardin et le pavillon vont de pair. L'art du thé est un univers qui se construit autour de la gratitude. Merci de vous être déplacé. Merci de nous avoir invités. L'hôte et l'invité doivent se remercier mutuellement. Vous prenez le bol et vous remerciez. Vous exprimez votre reconnaissance envers la nature, sans laquelle il n'y aurait pas ce thé. Et vous remerciez les dieux en vous inclinant ainsi. Écoutez le bruit de cette théière, vous entendez? On appelle cela le matsukaze. C'est comme si on entendait le bruit du vent soufflant dans une forêt de pins. Les pins et leurs aiguilles persistantes permettent de conserver des masses végétales en hiver. Ils sont considérés comme de véritables trésors. Shishime Hitoshi, jardinier, leur accorde beaucoup d'attention. En automne, il opère une taille dite en nuage afin de créer des plateaux et d'alléger la silhouette de l'arbre. Hitoshi-san, comment fonctionne cette taille? Je choisis un point central et je coupe les branches qui gênent. Et l'idée, c'est de fabriquer un triangle, c'est ça? Je choisis le centre et je fais des formes triangulaires. Et puis je taille, je taille. Et c'est à force de couper, en fait, que vous allez obtenir des formes très organiques comme ça. Normalement, les branches poussent tout droit. Comme l'homme a coupé, 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 ça s'embranche et ça se courbe. C'est plus rigolo comme ça. Hitoshi-san, quel type de pins sont représentés dans le jardin? À Kenrokuen, il y a 3 types de pins. Le pin noir, le pin rouge et le pin blanc. Le pin noir, comme vous le voyez, est noir. En le touchant, vous verrez, ça fait mal. Il est rigide. Mais retenez bien cette sensation, ça pique. On l'appelle le pin masculin, ses branches sont plus sauvages et brutes. Le pin rouge est à tronc rouge et il est plus doux au toucher. On l'appelle aussi le pin féminin. Ses courbes sont plus douces. Le pin blanc est plus touffu, avec des aiguilles vert bleuté. De gigantesques étais de bambou viennent soutenir ces branches. La taille annuelle est rigoureuse, accentue le port étalé des pins et fragilise leur équilibre. Pour les jardiniers japonais, tout est dans le détail. Les mousses rares sont minutieusement sélectionnées. Certains arbres, au tronc imposant, sont entretenus de façon singulière. On dégage la terre au pied de l'arbre pour en faire apparaître les racines. Shishime-san, vous êtes vraiment aux petits soins avec les arbres ici à Kenrokuen. Finalement, ce sont les arbres qui occupent principalement votre quotidien. Vous pouvez trouver qu'on passe beaucoup de temps à tailler les arbres, à en prendre soin. Mais pour nous, c'est normal.
On les travaille, on en prend soin, on les taille pour les rendre beaux. C'est comme de la haute couture. Du coup, vous voyez, c'est beau. Début novembre, un événement requiert toute l'attention des jardiniers. C'est la pose des Yukitsuri. Des séries de cordes suspendues au sommet d'un immense mât se déploient et viennent s'attacher aux branches délicates des grands pins. Le directeur surveille l'installation de ces véritables œuvres d'art. Le Yukitsuri est un moment important dans la gestion de ce jardin. Et j'aime contempler ce travail. À Kanazawa, il neige beaucoup et la neige est très lourde. Donc protéger les arbres des problèmes liés à la neige est très important. Mais il ne suffit pas de protéger les arbres de la neige. C'est aussi une création artistique que l'on peut admirer pendant 3 ou 4 mois. En attendant, l'automne est encore là. Érables, cerisiers et cognaciers prennent des couleurs qu'affectionne ce féru de botanique, Hiroshi Furuike. Voici une feuille qui vient de tomber de ce cerisier. Les feuilles sont rouges. Au printemps et en été, vous avez la chlorophylle. Les feuilles sont vertes. À partir de la lumière du soleil, elles produisent des réserves. En automne, la chlorophylle abandonne les feuilles et se retire dans le tronc. Les feuilles s'affaiblissent et elles produisent un pigment. C'est ce pigment qui change les couleurs. Furuike, est-ce que toutes ces essences sont des essences qui proviennent essentiellement du Japon? Ici, à Kanazawa, nous avons principalement utilisé des arbres des environs ou des montagnes proches. Ce jardin cherche à reproduire la flore régionale. Moi, je vois des érables, un ginkgo tout au fond. Ce qui est originaire d'ici, de leur nom binominal, Acer palmatum, ce sont des érables palmés. C'est une espèce d'érable très présente au Japon, qu'on retrouve dans de nombreux poèmes ou chants. Ils sont très connus. Celui qu'on voit droit devant nous, qui ressemble à un parapluie, est un abricotier d'argent, ou ginkgo biloba. Il date de l'époque des dinosaures. En fait, cet arbre est originaire de Chine. Les liens entre la Chine et le Japon dans la conception des jardins sont anciens. Et c'est un poète chinois du XIe siècle, Li Zhefei, qui dans ses écrits énonça les 6 qualités d'un jardin parfait. 6 qualités que possède Kenrokuen.
Shinji Isoya, architecte paysagiste, est également professeur à l'université. Shinji Sensei, les deux idéogrammes qui symbolisent le jardin au Japon nous en disent long sur votre rapport au jardin. Est-ce que vous pouvez me l'écrire? Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'espace devant la maison, les graviers, l'espace sec. Ceci est un enclos, avec des fruits à l'intérieur. D'un côté, l'espace sec, de l'autre, un espace végétal. Les deux permettent le bon fonctionnement de la vie. Alors, ça, ce sont des idéogrammes, mais qu'on appelle aussi des sinogrammes, c'est-à-dire des idéogrammes qui proviennent de Chine. Et il y a un lien très fort entre la Chine et le Japon, et ce lien culturel intense et lisible dans la composition des jardins. Les jardins japonais sont tous inspirés de la Chine. À la base, ce sont tous des copies des jardins chinois. Mais au fur et à mesure, cela a été modifié pour devenir propre au Japon. Un exemple très parlant serait la différence entre la cuisine chinoise et la japonaise. La cuisine japonaise, appelée washoku. La cuisine chinoise est très abondante, très riche en ingrédients. Alors que la cuisine japonaise recherche la simplicité, le naturel. Les jardins chinois sont très carrés, très structurés. Au Japon, vous aurez une promenade tranquille. En Chine, ça monte, ça descend. Tout est dynamique. Le Japon limite, mais en plus doux. Alors c'est le traité des jardins, le Sakutekei, qui va permettre au Japon de s'affranchir de l'influence chinoise. L'idée du Sakuteiki est de suivre la nature, les cours d'eau, les îles, les cascades. Tout ceci est construit à partir d'observations de la nature. Dans ce guide du jardinage, on trouve des dizaines ou vingtaines de types d'îles ou de cascades. Il y est écrit comment apprendre de la nature pour concevoir son jardin. Les Japonais ont observé les phénomènes naturels et les ont reproduits dans leur jardin. C'est pour cela qu'ils sont à l'opposé de Versailles, qui est un jardin plutôt artificiel, où l'on trouve des formes géométriques. Ici, les rivières, les montagnes, les étangs, les arbres forment un paysage naturel. Bon, la fontaine est une exception. Les jardins de Kenrokuen traduisent parfaitement la philosophie des Japonais face aux caprices de la nature. Au Japon, on connaît de nombreux cataclysmes, comme les typhons, les tremblements de terre. Les gens peuvent mourir n'importe quand. Avant, en Europe, les gens mouraient de la guerre. Au Japon, ils mouraient de cataclysmes. On ne savait pas quand on allait mourir. Tout le monde était à égalité. À cause de ça, nous pensons que les paysages naturels changent en permanence. La vie, c'est comme un cours d'eau. Vous vous laissez porter par le flux pour mourir un jour. Pour nous, ce côté éphémère de la vie n'est pas un problème. Nous l'acceptons. Nous en avons conscience. Et c'est ce qui apparaît dans ces paysages. Nous sommes comme ces plantes. Nous germons, nous poussons,
Nous grandissons, mais nous finirons par faner ou par tomber à cause d'un typhon. Et nous l'acceptons. Kenrokuen est un exemple parfait de cette vision poétique japonaise, inspirée par la fugacité de la vie, la vulnérabilité d'un monde où tout finit par mourir ou disparaître, et qu'il convient donc de fêter en toute saison.